Méditerranée. Berceau de l'humanité. Une étendue bleue qui a vu les plus grandes civilisations s'élever et prospérer pendant des millénaires. L'homme la parcourt depuis des siècles. Pourtant, il la connaît si peu. Cette mer que nous aimons tant, dont nous dépendons tant, abrite aussi de nombreuses espèces, toutes aussi essentielles les unes que les autres à la santé de son écosystème. Plus grande mer semi-fermée de la planète, la Méditerranée concentre une biodiversité marine exceptionnelle. Elle représente moins d'1% de la surface des océans, mais héberge plus d'un quart de la faune marine mondiale. Et un tiers des espèces répertoriées dans ces eaux sont uniques au monde. La Méditerranée est aussi le royaume d'une des plus imposantes créatures de notre planète. Parmi toutes les espèces qui peuplent la Grande Bleue, se cache un animal aux dimensions dépassant l'imagination. Le plus grand être vivant au monde juste après la baleine bleue, pouvant mesurer plus de 20 mètres de long et peser jusqu'à 70 tonnes, a trouvé refuge dans nos eaux il y a bien longtemps. Le rorqual commun. Nous sommes au large des côtes françaises. Une équipe de scientifiques du WWF France sillonne le sanctuaire Pélagos, un vaste espace maritime protégé situé entre les eaux françaises, italiennes et monégasques. Leur mission ? Repérer le rorqual commun. Malgré son immense envergure, ce colosse n'en reste pas moins très discret, à tel point que la majorité des visiteurs de la Méditerranée ne soupçonnent pas son existence. Mais alors comment faire ? Comment faire pour réussir à repérer un fantôme au milieu de cette immensité bleue ? Le WWF possède un atout majeur dans cette quête. Un voilier de 26 mètres de long, entièrement rénové et équipé pour étudier les mammifères marins. Le Blue Panda. Grâce à une plateforme surélevée, les observateurs peuvent se placer à plus de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant une vision à 360 degrés, inestimable pour repérer les baleines. Tout est question de patience. Scruter l'horizon et tendre l'oreille. Le voilà, qui apparaît enfin. De long,
70 tonnes. Une silhouette fine et élancée. Le rorqual commun dégage une tranquillité extrême et est doté d'une élégance rare. Une merveille de la nature. Ce géant pacifique, totalement inoffensif pour l'homme, est un véritable pilier de l'écosystème. Sa présence est un symbole de l'immense richesse dont regorge la Méditerranée. On estime aujourd'hui que 1500 à 2000 rorquals communs peuplent la Grande Bleue. Des animaux extraordinaires, capables de parcourir près de 130 km par jour. Parfaitement adaptés à leur environnement. En moins d'une seconde, le rorqual expulse plus de 2 mètres cubes d'air, à plusieurs mètres de hauteur. Vital pour sa survie, son souffle l'a bien souvent conduit à sa perte, en le trahissant aux yeux des baleiniers. Mais aujourd'hui, il représente le principal signe pour le repérer, permettant aux scientifiques d'en apprendre plus sur son mode de vie si mystérieux. Étudier un tel animal est la première étape pour tenter de le protéger face aux menaces qui pèsent sur lui, à commencer par la plus meurtrière d'entre elles. Chaque année, un quart du trafic maritime mondial transite par la Méditerranée. 2000 navires la sillonnent, dont 200 à 300 inquiétants pétroliers. 9000 bateaux par jour, 220 000 par an. Ce trafic exceptionnel a des conséquences désastreuses sur les habitants de la Méditerranée. Imaginez des milliers de mastodontes de métal lancés à pleine vitesse, fendant les vagues, chaque jour, sans répit, sur le territoire du deuxième plus gros animal de la planète. Car oui, là où les navires atteignent leur vitesse maximale, c'est précisément là où le rorqual commun passe la plus grande partie de sa vie, à plus de 30 km des côtes. Les rencontres sont inévitables et les accidents dramatiques, souvent irréversibles. Voici Flocker, une femelle rorqual, devenue malgré elle le symbole de la présence humaine en Méditerranée. Ses rencontres avec les navires n'auront laissé aucune chance à sa nageoire caudale. Sans ce moyen de propulsion, impossible pour elle d'aller chercher sa nourriture qui se cache à plus de 300 mètres de profondeur. Cette créature extraordinaire, qui ne connaît aucun prédateur, n'aurait jamais dû se retrouver dans un tel état. L'agonie d'un géant. Flocker a erré pendant plus d'1 an. L'animal a lutté pour survivre en puisant dans ses réserves.
il ne lui restait plus que la peau sur les os. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. L'animal n'est plus réapparu et ne réapparaîtra plus jamais. Flucker n'est malheureusement pas un cas isolé. Pour ces animaux, dont l'espèce est pourtant protégée, les collisions avec les navires représentent la première cause de mortalité non naturelle. Mais, par chance, à la surface de l'eau, les rorquals communs n'ont pas que des ennemis. Depuis plus de 20 ans, les équipes du WWF sillonnent la Méditerranée pour étudier et protéger les mammifères marins. À bord du Blue Panda, Denis Audy, docteur en océanologie et ancien membre de l'équipage du légendaire commandant Cousteau. Il dirige depuis le début des années 2000 les expéditions scientifiques sur le rorqual commun en Méditerranée. Derrière la question des collisions, il y a une question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que ces animaux qui soient à la fois rapides, adaptés, élégants, puissants, se fassent attraper par les navires. On a eu un changement de perception du problème quand on a fait une étude statistique et qu'on s'est rendu compte que chaque année, dans le sanctuaire Pélagos, il y avait 3500 situations de collision. C'est-à-dire 3500 fois par an, un grand cétacé se retrouvait à proximité d'un navire. Pour une mortalité qu'on estime entre 8 et 40 individus rorquals communs par an. Donc cette différence, ça nous a ouvert les yeux. En fait, on s'est dit, mais c'est pas qu'il y a des animaux qui se font avoir parce qu'ils sont inadaptés, sourds, ou qui dorment, ou que sais-je. C'est qu'en fait, la plupart des animaux esquivent les collisions. Mais qu'il y en a certains qui se font quand même avoir. Dans le nombre de situations de collision, eh bien, il y a des échecs. Mais il reste quand même de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment où les animaux et les navires interagissent. Comment les baleines réagissent lorsqu'elles rencontrent un navire et essayer de déterminer les raisons de ces collisions, l'équipage du Blue Panda tente chaque année de positionner sur le dos des animaux des balises à ventouses intelligentes, capables de mesurer leur déplacement avec précision. Repérer une baleine est déjà une tâche difficile, mais s'en approcher, c'est une autre paire de manches. Le rorqual commun passe la majorité de son temps dans les profondeurs, à plus de 300 mètres sous la surface de l'eau, pour chercher sa nourriture favorite, le krill, une petite crevette vivant principalement en eau froide. Les apparitions de la baleine à la surface sont donc rares et précieuses. Ernesto. Ouais, je te reçois. Ouais, on a une baleine dans le 260 à 2000 mètres. Lorsque l'animal souffle pour la première fois, le temps est compté avant qu'il ne replonge. Des cycles de 3 à 4 minutes en moyenne en surface, pour une douzaine de minutes en profondeur. Et malheureusement, cette faible présence en surface n'est pas la seule difficulté à contourner pour l'approcher. Malgré son titre de deuxième plus gros animal au monde, le rorqual commun est considéré comme la plus rapide des grandes baleines, aussi connue sous le nom du lévrier des mers. Sa puissance, alliée à une silhouette très longiligne, en fait un véritable sprinter, d'une très grande agilité, capable d'atteindre des pointes de vitesse étonnantes, jusqu'à 48 km/h sur de courtes périodes. Le temps presse. Les scientifiques n'ont que très peu de temps pour se mettre en ordre de marche, et le risque de ne pas voir la baleine ressurgir est élevé. Un seul objectif en tête,
réussir à déployer une balise sur le dos d'une créature indomptable. Ça fait 10 heures qu'on eau, à peu près la même distance de là. L'opération est plutôt délicate. Elle requiert patience, réactivité et précision. Manqué. La baleine est retournée vers les profondeurs. Elle peut réapparaître à tout moment, n'importe où sur l'horizon. La rater à nouveau, ce serait prendre le risque de la perdre définitivement de vue. Sa prochaine sortie doit être la bonne. « 20 minutes se sont déjà écoulées et toujours aucune trace de la baleine. Panda, Panda de Little Panda, est-ce que vous pourriez nous donner les derniers paramètres de cette baleine? Les derniers paramètres sont ceux que je t'ai donnés, donc 90-95 à 1500 mètres de l'eau. Je ne l'ai pas revu depuis. Chaque minute éloigne un peu plus les scientifiques de leur objectif. Et les chances de déployer une balise s'amenuisent fortement. Pourtant, une lueur d'espoir va faire son apparition. Un dauphin bleu et blanc. Agile, très joueur, ce petit cétacé a tendance à venir se distraire auprès des plus gros que lui. Il est peut-être la clé pour retrouver la baleine. Soudain, le dauphin s'élance comme une flèche. Il entame un sprint au milieu d'une mer étoilée de méduses. Son comportement n'est pas dû à la présence du bateau. Il part à la rencontre de quelque chose. Quelque chose de beaucoup plus gros. Guidés par la trajectoire du dauphin, les chercheurs ont pris une avance considérable. C'est maintenant ou jamais. Mission accomplie. Clou du spectacle, la balise est équipée d'une caméra
nous offrant ainsi des images exceptionnelles, le point de vue d'une baleine. Ça, c'est le premier qu'on a vu, mais on voit pas trop le... Là. Les données récoltées par la balise sont une mine d'or pour les scientifiques. Non. Là, les débouchés. Ah oui, il y avait le décrochage qui était pas mal. Tout y est enregistré. 10,07. La profondeur de plongée des animaux. Donc là, elle est en surface, là, hop. 80 mètres, 90 mètres. Leur vitesse de déplacement. Le détail de leur parcours. C'est en comparant la trajectoire des baleines avec celle des navires qu'ils pourront à terme comprendre pourquoi elles ne sont pas toujours en mesure d'éviter ces collisions. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe quand une baleine rencontre un navire, avec deux objectifs derrière ça. Un, s'assurer que si on crée des rails de navigation, on ne va pas créer des barrières infranchissables pour les animaux, parce qu'à ce moment-là, on va fragmenter leur habitat, et ça, c'est pas bien. Donc vérifier que les baleines sont bien en capacité de croiser la route des navires sans forcément faire demi-tour et de se retrouver coincées dans un espèce de sous-compartiment de son habitat naturel qui serait cloisonné par ces rails à haute vitesse. Et la deuxième, d'être éventuellement capable de donner des indications aux équipages sur la meilleure façon d'esquiver les animaux. Les rorquals communs, je rappelle, ils ont une mandibule qui est plus claire d'un côté que de l'autre, donc on voit qu'ils sont latéralisés. Et on sait que certains animaux, quand ils se nourrissent, se penchent toujours du même côté. Donc peut-être que le rorqual commun, par exemple, esquive toujours sur la gauche. Quel cas, ça serait intéressant de pouvoir dire aux équipages, anticiper le fait que l'animal, il va essayer, lui, de vous éviter de tel côté. Donc n'allez pas du même côté parce que ça va créer une collision. Voilà, c'est ce qu'on essaye de chercher. Ça nous donne aussi des renseignements sur le comportement, sur les plongées. Enfin, il y a plein de choses qu'on apprend au travers de ça, qui ne sont pas forcément toutes corrélées avec la question des collisions. Mais l'idée derrière ça, c'est ces deux points-là. Comprendre comment vont agir les rails qu'on envisage pour réguler le trafic maritime et donner des indications aux équipages sur la meilleure façon d'éviter les animaux. En tout, une quinzaine de balises ont déjà été déployées au fil des années. Grâce à elles, les scientifiques ont pu récolter des informations uniques au monde, leur permettant ainsi de développer des systèmes innovants pour protéger les baleines. Même pas besoin de la mettre beaucoup plus. Ouais. Voici le dernier projet en date mené par le WWF et la société Quiet Ocean. Quand l'innovation technologique se met au service des animaux. Cette bouée
a une fonction bien particulière. Équipée de capteurs à basse fréquence ultra performants, aussi appelés hydrophones, elle est capable d'intercepter le chant des baleines à une vingtaine de kilomètres de distance. Mais là où elle devient réellement intéressante, c'est lorsqu'elle est combinée à d'autres bouées identiques. L'objectif ? Créer un réseau de bouées en triangulation pour localiser avec précision la position des cétacés. En détectant en temps réel la position exacte des baleines, les bateaux à proximité recevront automatiquement une alerte et pourront ainsi réguler leur vitesse ou modifier leur trajectoire afin de réduire drastiquement les risques de collision. On développe ce système anti-collision qui est basé sur la détection acoustique automatique. Alors ça ne fait pas de bruit, hein. C'est juste les animaux qui font du bruit et nous, simplement, on enregistre les animaux et on localise les animaux. Mais on espère d'arriver à un résultat d'ici quelques années. Et ensuite, bien sûr, il faudra que les pouvoirs publics prennent le relais pour équiper tout ou partie des zones du sanctuaire Pélagos. Notre idée, c'est de réduire la vitesse du trafic. Il faut savoir que pour les collisions, il y a deux options. Soit on sépare les animaux des bateaux, soit on réduit la vitesse en dessous d'1 nœud. 10 nœuds, ça fait à peu près 18 km/h. En dessous de 10 nœuds, on sait que le risque est très faible. Donc on peut très bien imaginer des bateaux qui navigueraient lentement, comme les cargos, qui n'ont pas besoin d'aller très vite. Et puis pour les bateaux qui iraient plus vite, comme les ferries, qui eux ont besoin d'aller plus vite, parce que sinon ça prend trop de temps d'emmener des gens en Corse, en Sardaigne, d'avoir ces lignes qui seraient aménagées en système anti-collision, qui permettraient sur ces lignes particulières de naviguer vite, en sécurité. Ces solutions innovantes offrent des pistes prometteuses pour limiter nos interactions avec les animaux. Et offrir ainsi un avenir plus sûr aux grands cétacés de Méditerranée. Quelques secondes, le rorqual commun peut engloutir plus de 70 tonnes d'eau. Sa gorge, parcourue de sillons extensibles, peut se gonfler jusqu'à doubler pratiquement son volume. Un véritable ballon de baudruche. Capturer le krill, ces minuscules crustacés qui constituent sa nourriture de prédilection. En ouvrant la gueule, il est capable d'en ingurgiter des nuages entiers, jusqu'à 4 tonnes par jour. Malheureusement, le krill n'est pas le seul composant de son menu. Le plastique. Un fléau bien connu de nos océans. Chaque année, plus de 200 000 tonnes de plastique se déversent dans la mer Méditerranée. Invisible au large,
la pollution est pourtant bien présente. Les microplastiques, fragments de moins de 5 mm, se dispersent dans les moindres recoins de la mer, jusque dans les profondeurs les plus sombres. La Méditerranée détient des concentrations 4 fois plus élevées que le tristement célèbre continent de plastique, faisant d'elle la mer la plus polluée au monde. Et ce n'est pas tout. Rejets illicites d'hydrocarbures, dégazage et déballastage, déversement des égouts, produits chimiques liés à l'agriculture. Toutes ces substances toxiques se retrouvent dans la mer. Tout se retrouve dans les êtres vivants qui la peuplent. Allez. C'était juste dans ma... Voilà, à cette distance. Pour mesurer l'impact de cette pollution, il n'existe qu'une seule solution. Prélever un échantillon des animaux pour l'étudier en laboratoire. Parmi les nombreuses espèces qui vivent en Méditerranée, certaines suscitent particulièrement l'intérêt des chercheurs. Comme par exemple les cachalots. Des mastodontes pouvant mesurer jusqu'à 16 mètres de long et peser près de 70 tonnes. Ou encore les dauphins de Risso. Ces mammifères marins ont l'étrange particularité de conserver tout au long de leur vie des traces de leur interaction sociale sous forme de cicatrices. La Méditerranée abrite une biodiversité unique et exceptionnelle. Il y a tant d'espèces à découvrir qu'une vie entière ne suffirait pas pour toutes les étudier. Alors, autant commencer par le plus grand des prédateurs, celui qui se dresse tout en haut de la chaîne alimentaire. Concentrer les études sur une espèce emblématique, comme le rorqual commun, permet non seulement de percer les mystères qui l'entourent, mais également de mettre en lumière tous les dangers qui pèsent sur son environnement. Si le rorqual est contaminé par les plastiques et autres produits chimiques, alors une très grande majorité des animaux de la Méditerranée l'est également. Pour effectuer ce qu'on appelle une biopsie, les chercheurs prélèvent un morceau de peau et de gras d'une baleine à l'aide d'une arbalète et d'une flèche bien particulière. Dotée d'un embout spécial, cette flèche est capable de stocker un échantillon au contact de l'animal et de se détacher instantanément. Pour une créature de cette envergure, le ressenti est similaire à une piqûre de moustique. La manœuvre est sensiblement la même qu'une pose de balise. Étape 1, repérer la baleine. Étape 2, réussir à approcher l'animal à une trentaine de mètres. Étape 3, saisir le moment opportun pour décocher la flèche.
le fait de pouvoir prélever un petit morceau de peau et de gras, ça nous donne plein d'informations. D'abord, on a l'ADN, c'est-à-dire qu'on est capable de les reconnaître une année sur l'autre. On est capable également de savoir s'ils ont des liens de parenté avec d'autres rorquals qu'on commet. Est-ce que ce sont des parents ou des enfants? Est-ce que ce sont des frères, des demi-frères? Et d'ailleurs, Céline a trouvé des choses très étonnantes dans notre échantillon, c'est qu'elle a trouvé 3 vrais frères et sœurs. C'est-à-dire que les 2 parents se sont reproduits plusieurs fois de suite, au moins 2 fois, pour faire des petits. Et ça, c'est très rare, parce qu'on pensait jusqu'à présent que les rorquals communs, c'était vraiment la rencontre d'un moment. Et puis voilà, donc ça, c'est un résultat assez intéressant qui n'était pas connu jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de demi-frères, mais jamais de vrais frères et sœurs, même père, même mère. Donc ça, c'est nouveau. Donc avec ces échantillons, on sait plein de choses déjà sur la génétique, sur la famille des rorquals communs en Méditerranée. Et puis, on arrive aussi à savoir d'autres choses. La contamination, c'est là qu'on sait que tous les animaux, par exemple, sont contaminés par les phtalates. On n'a pas un échantillon parmi les 250 rorquals qu'on a analysés pour les phtalates. Il n'y en a pas un qui ne contient pas de phtalates. Donc, ils sont tous contaminés par les phtalates. Les phtalates, des composés chimiques présents dans les matières plastiques. À forte concentration, ils peuvent grandement affaiblir les défenses immunitaires de cet animal, pourtant capable de vivre en moyenne jusqu'à 90 ans. Au total, les équipes du WWF ont prélevé pas moins de 250 échantillons et le verdict est sans appel. Tous les animaux, sans exception, sont contaminés par les plastiques. Pourtant, ces molécules ne restent pas dans l'organisme. En urinant, les rorquals devraient les éliminer. Si tous les échantillons prélevés révèlent une contamination, cela ne signifie qu'une chose. Cette contamination est chronique, quotidienne, continue et inévitable. La mer a atteint un niveau de pollution sans précédent. Et il y a une autre information que ça nous donne, c'est également si les femelles sont gestantes ou pas. C'est comme ça qu'on a pu se rendre compte que malgré tout, malgré toutes ces contaminations, les rorquals se reproduisent toujours. Et donc on a en gros 40% de femelles gestantes chaque année, c'est-à-dire que chaque femelle fait un petit tous les 2 ou 3 ans, ce qui est ce qu'on sait de la littérature pour ces espèces-là. La résilience. La nature nous surprend souvent par son étonnante capacité à se régénérer, à se rétablir, même après avoir subi de graves dommages causés par les actions de l'homme. Mais pas toujours. Tous les animaux ont leur importance. C'est ce que nous apprend l'écologie, en fait. L'écologie, la vraie, la science, pas le mouvement politique, mais la science nous apprend que tout est interconnecté dans la nature. Et c'est ça, les grandes règles. Et que toutes ces interconnexions régissent des grands équilibres. Et que quand on perd une connexion, on perd un équilibre et tout le système est bouleversé. Alors, toutes les espèces ont leur importance. Mais après, il y a ce qu'on appelle des espèces parapluies, c'est-à-dire que on sait que des espèces emblématiques comme les grands cétacés, en fait, ils protègent. Quand on protège ces animaux-là, on protège tout un milieu et donc toutes les espèces qui habitent dans ce milieu-là. Et puis il y a une raison aussi tout à fait affective, c'est-à-dire que ce sont des animaux magnifiques, ce sont des rencontres inoubliables, et que la moindre des responsabilités qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'en faire en sorte que cet héritage, Saint-Exupéry l'a dit, je ne vais pas reprendre ce truisme, mais on a reçu tout ça en héritage et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de le passer au suivant. C'est le respect qu'on leur doit et le respect qu'on a eu pour nous, pour la planète, et puis pour le plaisir qu'il y a à ces rencontres, à cette beauté. C'est une raison suffisante, il me semble, pour protéger ces animaux. 20 ans. Cela fait plus de 20 ans que les scientifiques du WWF écument la Méditerranée à la rencontre des fabuleuses créatures
qui peuplent la Grande Bleue. Là-bas, au large, dans ces eaux profondes, vit l'un des animaux les plus majestueux de la planète. Sa silhouette imposante, sa grâce sans pareille, chacune de ces apparitions nous rappelle la beauté de ce monde. Car cette mer est bien plus qu'une simple étendue d'eau. Elle est un écosystème unique et fascinant, regorgeant de vie et de richesse. Aujourd'hui, ce fragile équilibre est menacé par les activités humaines. Mais il est encore temps d'agir. Nous avons le pouvoir et le devoir de protéger cette biodiversité unique. Nous avons la responsabilité de préserver ce patrimoine commun. Pour que le travail de ces hommes et ces femmes ne soit pas vain, pour que nos enfants puissent continuer de goûter à la magie de ce monde, pour que le souverain de la Méditerranée, le rorqual commun, puisse y régner éternellement.